Et les réalisateurs de l'extrême. Bienvenue sur une nouvelle vidéo d'un peu de Japon dans le Jura. On va continuer la série des entretiens avec Yvan. Aujourd'hui, j'ai, comme depuis quelques jours, constaté que la terre était bien sèche ici, le temps est radieux. Mais la terre est vraiment sèche et ça m'a fait penser à plusieurs choses parce que pendant que je faisais mon affûtage, parfois je laissais ma bassine d'eau la nuit et des fois le matin quand je revenais, il y avait des petites chenilles mortes dans la bassine. Et ça m'a rappelé qu'il fallait faire gaffe à ça quand on fait tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des environnements qui peuvent être vraiment des sources de vie, mais aussi voilà, qui peuvent engendrer des morts bêtes comme ça. Donc je me demandais un petit peu comment on gère intelligemment un petit peu voilà, les formes de vie qui peuvent apparaître dans un milieu naturel, comme par exemple celui du Jura ou d'autres. Voilà, comment on peut rendre la vie plus douce à des espèces et surtout voilà, pas leur faire trop de mal par négligence. Euh, Moi, avec cette fameuse petite anecdote qui m'a fait bien mal au cœur de voir que j'avais causé la perte de quelques petits insectes qui n'ont pas réussi à sortir du bain artificiel que j'ai créé dans une bassine en plastique toute une nuit. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres bêtises qu'on peut éviter sur un chantier, quoi, avec tout ce qui peut s'y trouver, comme piège peut-être? Ah oui, donc, carrément, il y a des grosses bêtises qui sont régulièrement faites sur les chantiers. Euh, Petite parenthèse avant de répondre à ça, ta bassine d'eau en soi, c'est pas une mauvaise idée parce que amener un point d'eau, surtout en ces périodes de sécheresse, etc., pour les animaux qui vont aller sur le terrain, c'est vraiment pas une mauvaise idée. C'est juste qu'il faut juste penser le point d'eau comme un piège potentiel et donc il faut permettre aux bestioles qui peuvent tomber dedans de pouvoir en sortir. Donc parfois il suffit juste de mettre une pierre ou une brique en travers qui permet de s'extraire du plastique. Le plastique étant un matériau qui est souvent difficile à arpenter pour les bestioles, mais ça peut être des salamandres. J'ai vu des salamandres mourir dans un seau d'eau aussi, c'est terrible, c'est en plus une espèce protégée. Enfin, pour ce qui est des pièges du chantier, eh ben, il faut penser chaque trou, chaque tuyau de PVC posé à la verticale au niveau d'une dalle, chaque tuyau, chaque chose de ce type-là comme des pièges potentiels. Et c'est vrai que c'est important de bien scotcher ces bouts de PVC, même si c'est des petits tuyaux en 30, c'est bien de les scotcher, de fermer un peu toutes les voies d'accès pour pas se retrouver avec un cadavre dedans plus tard. Et puis éventuellement aussi pour pas se retrouver avec une famille de musaraignes ou un hérisson dedans qui a fait son logis et puis après quand on continue la construction créer un petit drame familial. Bon, c'est des choses qui peuvent paraître un peu naïfs ou un petit peu romantiques comme idée, mais c'est en fait un vrai problème. Sur les chantiers, surtout à grosse échelle, il y a souvent beaucoup d'animaux qui meurent à cause de petites maladresses de ce type-là qui peuvent être absolument évitées. Parce que nous, humains, quand on s'approprie un espace qui, éthiquement et philosophiquement parlant, ne devrait jamais être approprié, il en reste que on crée un déséquilibre très fort. Et après, on peut se responsabiliser par rapport à ce déséquilibre, et par exemple sur la question des oiseaux, pourquoi pas bien inclure à l'intérieur de son projet les nichoirs. Ok. Parce que pour moi, tu vois, les nichoirs, quoi, dans mon imaginaire et dans tout ce que j'ai fait en étant enfant, c'était vraiment, voilà, 4 planches mises ensemble, un trou au milieu, mais j'imagine que ça marche quand même pas tout à fait comme ça à tous les coups, quoi. Bah oui, carrément. Les nichoirs, c'est quand même quelque chose d'assez précis. Il y a des espèces qui refusent absolument d'habiter des boîtes en bois faites au hasard avec un trou à la dimension hasardeuse également. Globalement, sur le net, vous pouvez trouver plein de plans en fait pour des espèces particulières de votre région. C'est un peu fastidieux parce qu'on trouve beaucoup de plans pour les moineaux, pour les chauves-souris, pour pas mal d'espèces finalement, hein, les hérissons, choses comme ça. Mais après, pour certaines espèces particulières, euh, ça peut être un peu compliqué de trouver le plan exact qui permette de recevoir ce genre d'oiseaux ou de bestioles dedans. Par contre, moi ce que j'ai fait pour me renseigner sur les nichoirs que j'allais poser au niveau de ma construction,
c'est que je suis allé sur le site de la LPO, qui est assez complet finalement. Il a une partie PDF qui est assez étoffée, où il y a beaucoup de documents qui peuvent expliquer pas mal de choses par rapport à comment agir, par rapport à l'environnement, par rapport aux oiseaux. Et puis après, ils ont aussi une boutique qui, même si on n'est pas forcément obligé d'acheter leur nichoir, il en reste qu'ils répertorient les bonnes marques de nichoirs, les différents matériaux aussi, parce qu'il y en a des plus durables que le bois, hein. Il y a des nichoirs en béton de bois, il y a des nichoirs en béton tout court d'ailleurs aussi. Et puis comme ça, on voit vraiment les formes, les prix, les poses. Une fois qu'on a par exemple isolé une marque qui était intéressante, et ben en fait on peut tout de suite avoir accès aussi pour le modèle lambda du PDF qui explique comment l'orienter, où le poser, comment le fixer et quelle espèce va pouvoir aller dedans ou pas, quoi. Donc voilà, je vous conseille vraiment de peut-être faire cette démarche là, de soit vous voulez le faire tout seul et vous prenez des plans et vous y fixez vraiment, faites attention à vos matériaux à ce moment-là, parce que ce serait con de faire un nichoir qui est toxique pour l'espèce qui va y aller dedans. Soit vous l'achetez et à ce moment-là, la LPO est un bon point de départ. Ok. Et dans la série de ces interrogations sur les oiseaux, moi pareil, encore une fois, si je réfléchis un peu à ce que j'ai pu connaître à ce niveau-là, moi je sais que souvent avec les nichoirs, bah en fait on mettait toujours une petite dose de graines de tournesol devant. Et maintenant le temps passe, mais je me suis toujours pas renseigné, mais je me demande si c'est vraiment pertinent d'essayer d'apporter la nourriture comme ça d'une certaine façon. Alors après moi je me souviens qu'on le faisait à la sortie de l'hiver, quand ça pouvait peut-être être un peu fastidieux pour ces espèces-là. Est-ce que c'est pertinent de tenter des petits moves comme ça, quoi, d'essayer de donner un peu des graines quelconques à côté de la mangeoire, ou encore une fois il faut vraiment se questionner sur les espèces en question et tout ça, quoi. Ouais. Je suis pas ornithologue et vraiment pas spécialiste, donc je te donnerai une réponse qui est peut-être un peu faussée. Mais j'ai un ami qui lui par contre s'y connaît bien et il m'expliquait que dans nos régions, dans nos espaces qui sont quand même bien travaillés par l'homme, à cause de la gestion qu'on a des champs, etc., ils peinent parfois à trouver à manger les oiseaux, surtout en fin d'hiver. On a des haies de thuya qui sont absolument insipides pour eux. C'est vrai qu'il serait intelligent, si vous avez un terrain, de planter des arbustes et des arbres qui, eux, vont donner naturellement à manger et la protection pour des espèces vivantes autour de votre espace. Maintenant, si votre espace est vierge, etc., c'est pas une mauvaise idée de donner les boules de graines ou des graines. Et puis pour ce qui est de faire découvrir le nichoir que vous avez posé, poser des graines à côté du nichoir, même si c'est pas des mangeoires, c'est une bonne chose parce que les oiseaux vont rentrer dans cette zone-là pour manger, vont braver un petit peu leur peur pour y aller. Et j'ai remarqué que finalement l'installation des oiseaux peut se faire assez facilement par ce chemin-là. Un nichoir qui est posé sans aucun garde-manger, ben, il peut être ignoré pendant plusieurs années. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire ça, mais peut-être que j'ai tort, peut-être qu'on a tort tous les deux de faire ça et que c'est pas une bonne chose. Euh, Ok. Et au niveau de tous ces animaux, je dirais de taille moyenne, quoi, les hérissons, les belettes, qui doivent bien abonder dans le coin, pour avoir même croisé un blaireau il y a pas si longtemps. Est-ce que voilà, il y a des petites choses qu'on peut faire ou au contraire éviter bah, pour ce qui est des hérissons, des belettes, des musaraignes, des blaireaux, et puis en fait pour le vivant en général, je pense qu'il n'y a pas grand chose que nous en tant qu'humains on peut faire en termes de construction. Mais la bonne idée, je pense, c'est de créer des espaces qui sont assez peu touchés sur le terrain. Si jamais on a un terrain qui est assez grand, on peut même carrément faire une sorte de mini friche à un endroit, parce que ça c'est vraiment très bien. Ne pas ramasser les feuilles de manière complètement psychorigide, c'est aussi une bonne chose. Éventuellement, si on veut enlever les feuilles, on peut en faire un tas quelque part. C'est très très bien pour les hérissons. Ne pas brûler ces tas de feuilles une fois qu'on les a mis en place et laisser traîner quelques jours, parce que là on a une chance sur 10 de brûler des hérissons dedans.
ou sinon il faut le faire tout de suite après ramassage. Et puis après, en fait, la très bonne idée, je pense, en tout cas celle que j'ai réussi à sortir du lot, c'est de créer des haies qui sont à plusieurs fonctions, quoi. Pas simplement une fonction de brise-vue, mais ne pas mettre des haies de thuya, mais au contraire panacher des arbustes qui sont soit des arbustes avec des épines qui vont protéger de certains prédateurs, entre autres les chats, des espèces, des oiseaux ou le hérisson ou je ne sais quoi dedans, et puis des arbustes qui vont donner à manger à ces bestioles-là. Et puis il y a aussi beaucoup de petits mammifères ou de petits rongeurs ou je ne sais quoi qui se nourrissent d'insectes. Donc en fait, avoir un espace qui permet de sauvegarder les oiseaux, les petits mammifères, etc., c'est un espace aussi qui protège les insectes. Donc voilà, faire des arbustes qui sont aussi mellifères, enfin poser des arbustes, planter des arbustes qui sont aussi mellifères, planter des arbustes qui sont qui attirent les papillons, voilà, essayer de pas trop les tripoter, pas trop les tailler, pas trop mettre sa main au milieu de tout ça, parce que à chaque fois qu'on vient impacter avec nos machines une haie, et ben on peut aussi détériorer complètement cet environnement. Donc choisissez des arbustes par exemple que vous savez qu'à maturité ils vont pas avoir une taille qui est disproportionnée par rapport à l'espace que vous souhaitez leur donner. Hein, parce qu'un thuya par exemple c'est un arbre en fait, c'est un truc qui est immense. Les gens ils les maintiennent comme des bonsaïs à 2,50 m de haut, mais c'est absurde de poser un thuya si on veut que ça fasse seulement 2,50 m. Donc il y a plein d'arbustes qui font 2 mètres, 3 mètres, 1,50 m. Et panachez votre haie aussi en fonction des végétaux et de leur taille finale. Au moins comme ça vous avez en plus de ça beaucoup moins de travail à faire au final.